Nain Radio, à votre service. Allô, monsieur le maire? Nous filons à La Rochelle. Bonjour Jean-François Fontaine. Bonjour. Bonjour à vous. Vous travaillez ou pas aujourd'hui? Alors, je travaille à moitié. J'ai à 11 heures une réunion de travail en visioconférence, mais cet après-midi sera libre. Est-ce que vous avez pensé au petit bouquet de muguet pour madame? Ça va être compliqué de le trouver. Il va falloir aller sur un site internet le commander. Vous me mettez la pression parce qu'elle écoute. Ah bon? Eh bien écoutez, on compte sur vous. Et puis il faut agrémenter ça d'un petit ballot de chocolat parce que la pauvre, ça doit être compliqué en ces temps, elle ne doit pas vous voir beaucoup. Jean-François Fontaine, plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on peut revenir sur ce que certains considèrent comme une problématique? Je parle des masques. Où en sommes-nous très concrètement pour la ville et pour l'agglomération, pour les communes de l'agglomération? Alors, deux choses différentes. Nous nous sommes organisés ensemble pour les approvisionner, mais chaque commune a sa propre politique de distribution. Vous comprenez que si on a 1000 masques à distribuer à ses habitants, c'est plus facile que d'en distribuer 70 000. Donc, chaque commune est libre de son organisation de distribution, mais on fait un mandat d'achat commun pour les faire venir. Maintenant, les masques commencent à arriver et nous avons commencé une distribution. Alors, la distribution commence par les personnes les plus fragiles. Cette semaine, eh bien, environ 1000 masques ont été distribués aux personnes qui sont inscrites sur le fichier des personnes. Au départ, c'était le fichier canicule. Aujourd'hui, sont les personnes en situation de fragilité. Chaque personne a reçu dans sa boîte aux lettres 2 masques, un pour elle et un pour son aidant, parce que ce sont très souvent des personnes qui ont des aidants. Et puis, nous en fournissons également cette semaine à toutes les associations de distribution alimentaire. Ça veut dire qu'il y a environ 1000 masques qui ont été distribués. Maintenant, nous commençons la distribution au grand public. Nous avons identifié 10 points sur la ville de La Rochelle, dans lesquels les gens pourront retirer les masques. Mais pour les retirer, c'est sur rendez-vous, parce que je ne voulais pas, et il n'aurait pas été logique, de faire des gros rassemblements. Quand vous êtes au minimum, le point de distribution le plus proche, ce sera le musée maritime, au centre-ville l'Oratoire, à la Genette, la salle Émile Combes, à Villeneuve, la salle des fêtes, à Mireuil, ce sera la passerelle. Voilà, c'est réparti sur tous les quartiers de La Rochelle, la salle des fêtes également de la Palisse. Mais pour aller les retirer, il faut prendre rendez-vous. 2 moyens. Un moyen par Internet, c'est le site masque.larochelle.fr. Deuxième moyen, le téléphone 05 46 31 88 88 46 31 88 88. Et nous mettrons Donc, cette ces 2 information, cas Jean-François rendez-vous. Fontaine, dans le bandeau déroulant en bas de cette vidéo. Pour ceux qui nous suivent par le biais de Facebook, on reprendra bien évidemment cette information très importante. Voilà, donc le rendez-vous est fixé, vous choisissez le lieu qui vous arrange, vous nous indiquez le nombre de masques en fonction du nombre de personnes de la famille. On est obligé de prendre un numéro, alors on prend le numéro fiscal parce qu'on a le droit d'utiliser pour s'assurer que c'est bien une personne inscrite à La Rochelle. Et puis, vous allez chercher vos masques à partir à partir de samedi prochain. Voilà, dans 8 jours, pas demain, hein, dans 8 jours, parce qu'on ne souhaitait pas que les gens se déplacent de trop en période de confinement. Il n'y a pas d'urgence, il y en aura pour tout le monde. Et je veux vraiment remercier le conseil départemental qui lui aussi nous livre des masques. Et comme ça, chaque Rochelais pourra en avoir 2. Ce sont des masques lavables et qu'il faudra porter notamment quand on prendra les bus ou les transports en commun en général. Voilà, donc ils ont été fabriqués dans d'innombrables ateliers, des entreprises, des sociétés d'insertion. Je pense à Remise en Forme que nous avons été visiter il y a quelques jours avec Monsieur le Préfet. Et puis la transformation d'un atelier municipal qui est la blanchisserie, qui est devenu un lieu de production. Tout ça rassemblé fait pratiquement 80 000 masques
pour les Rochelais, plus ceux que nous allons recevoir du département. Ce qui veut dire que les Rochelais et les résidents de l'agglomération seront pleinement et hautement protégés de par ce que vous avez mis en place, Jean-François Fountaine. Concernant les transports, donc le masque sera obligatoire, on le sait. Si jamais on n'a pas de masque, est-ce que l'on peut être amené à être verbalisé par les forces de l'ordre? Bah, écoutez, oui, parce que de ce que j'ai compris en écoutant le ministre des Transports, M. Djebari, il a indiqué que c'était une obligation. Alors, je ne sais pas, on va voir ça avec Mme Devaux, s'il pouvait y avoir quelques masques chirurgicaux pour dépanner ceux qui n'en auraient pas. Bon, par ailleurs, ça donne maintenant, c'est à partir du 11, donc ça donne quelques temps pour en avoir. C'est vrai que c'est un calendrier serré, mais on peut éventuellement prendre un masque chirurgical en attendant d'avoir son masque toile réutilisable. Jean-François Fountaine, une question de Benjamin Ramaget, notre rédacteur en chef. Oui, et si jamais les gens n'arrivent pas à avoir de masque malgré toutes les indications faites à l'instant par Jean-François Fountaine, sachez que ce matin, on a appris que le prix des masques chirurgicaux serait plafonné à 95 centimes d'euros. Donc, a priori, il y aura toujours la possibilité pour un prix raisonnable de s'équiper de masques. Et concernant les amendes, on a par exemple une amende qui est sûre et certaine, c'est une amende de 135 euros si on est dans les transports ou dans une gare sans masque. Donc, pour répondre à ta question, Nicolas, il y aura bien des amendes en cas de non-port du masque dans certains lieux publics. Ce qui est après tout à fait logique. Question concernant Jean-François Fountaine, les écoles. Alors ça, c'est vrai que ça revient tous les jours, et on comprend l'inquiétude, l'angoisse des parents. Est-ce que les enfants vont être équipés de masques ou pas, très concrètement? Les enfants, non. Je parle des écoles qui dépendent de la ville, c'est-à-dire l'élémentaire, le primaire, le maternel. Là, non, le masque n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 10 ans. Au contraire, il est même plutôt décommandé. Pour les collégiens, et puis peut-être plus tard pour les lycéens, en fonction de la date de rentrée, il sera obligatoire. Donc l'éducation nationale fournit les masques aux enseignants. Nous fournissons, nous, villes, le masque au personnel de la ville, qui peuvent être les ATSEM, ces personnes le personnel municipal qui accompagne dans les écoles. Et la ville est équipée, nos services ont été prévoyants, et tout le personnel municipal dispose non seulement des masques, mais également du gel hydroalcoolique. Et les protocoles de nettoyage des écoles sont en cours. Nous allons avoir encore une réunion de travail tout à l'heure. Hier soir, il y a eu une réunion de travail entre la DAZEN, qui représente le rectorat, et les services de la ville, et les élus de la ville et des communes de l'agglomération. Donc, ce que l'on m'a dit, je n'ai pas participé moi-même à cette réunion, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle avait été positive. Donc, lundi, je présenterai aux membres du conseil municipal une large partie du dispositif. Je veux rassurer les familles, nous recevrons les élèves dans des conditions sanitaires parfaites. Jean-François Fountaine, merci pour la clarté de ce message. Autre petite question de manière organisationnelle. Est-ce que ça se passe bien entre les syndicats, les représentants de la ville, les instituteurs? Dans l'immense majorité des cas, ça se passe bien. Il y a une volonté collective de réussir cette rentrée, que ce soit les syndicats d'enseignants d'un côté, les syndicats municipaux d'un autre côté. Vous savez, on est dans des périodes dans lesquelles il y a des comités techniques, il y a des CHSCT très régulièrement. Il n'y a pas de semaine sans qu'il n'y ait pas ces réunions, parce qu'il est très clair que c'est avec les personnels que l'on construit les modes opératoires. Il faut bien être concret, pratique, et quand on propose au personnel de s'équiper ou d'adopter telle posture de travail, il faut le faire en assentiment et s'assurer que ça peut fonctionner réellement. Il n'y a jamais eu à La Rochelle, mais comme dans toutes les communes de France, autant de réunions avec les représentants des personnels et nos cadres, ainsi que les élus, pour pouvoir préparer les conditions d'entrée. Parce que vous savez, le 11, c'est aussi un certain nombre de services municipaux qui vont réouvrir. Ça va être l'accueil, ça va être l'état civil. Donc, l'état civil ne s'était pas arrêté, mais il avait ralenti. Donc, on a vraiment un processus de remise en place. Tout à l'heure, vous allez avoir Madame Courcou au téléphone. Notre médiathèque va réouvrir. Là encore, il faut un processus qui doit être discuté avec les personnels pour voir comment on fait les gestes barrières, comment on met des distances entre les gens qui viennent à la médiathèque. La grande médiathèque de La Rochelle est un lieu qui est très fréquenté.
Donc on sera bien sûr obligé de limiter le nombre de gens qui rentrent dans la médiathèque. Benjamin. On a été très soulagés, Jean-François Fontaine, je suppose que vous aussi, quand on a vu la carte provisoire du déconfinement avec la Charente-Maritime en vert. Je suppose que le but du jeu maintenant, c'est qu'au 7 mai, jour de la date de la validation de la carte définitive, que la Charente-Maritime soit toujours en vert. J'ai aucune inquiétude parce que l'ensemble des indicateurs que nous avons, ce sont les appels au centre Covid, et Madame Nadia Baron, vous l'avez régulièrement en ligne, sont en baisse. J'étais à l'hôpital il y a 2 jours dans le centre d'urgence Covid. On voit bien que également le nombre d'entrées baisse. Le nombre d'appels au 15 baisse régulièrement aussi. Et le dernier critère qui est retenu par le gouvernement, c'est la capacité de test. Et ici, à La Rochelle, cette capacité est forte parce que nous avons plusieurs laboratoires qui sont capables de faire des tests. Vous savez, en une semaine, on a testé 550 personnes qui sont les résidents à la fois de nos EHPAD, mais également les personnels. Donc nous avons tous les critères qui sont ouverts. La vraie inquiétude, et je crois qu'il faut qu'on la partage avec les Rochelais, c'est qu'il n'y ait pas de seconde vague. C'est ça qui est essentiel. Le personnel de l'hôpital m'indiquait, on a donné le maximum, on est en train de reconfigurer l'hôpital de manière conventionnelle, on invite les habitants à venir se faire soigner pour les maladies courantes. Les maladies habituelles ne se sont pas arrêtées pendant cette période. Et venez vous faire soigner. Ne venez pas trop tard. Allez voir votre médecin généraliste. Et leur inquiétude, c'est de dire que si demain, nous avons l'arrivée à l'hôpital des gens qui viennent faire soigner leur maladie que j'avais qualifiée d'habituelle, et qu'il y avait une nouvelle vague, eh bien là, je peux vous dire qu'il y aurait une véritable crise pour pouvoir gérer cet afflux. Donc, continuer les gestes barrières, est indispensable. C'est la raison pour laquelle, par exemple, après le 11, je vais continuer à mettre en œuvre des protections sur les marchés en limitant le nombre de personnes simultanément et qu'on va identifier dans la ville tous les lieux dans lesquels il pourrait y avoir des rassemblements pour éviter des rassemblements. Le gouvernement a fixé à 10 personnes le nombre de personnes maximum. Vous savez, on a ce lieu très agréable l'été qui s'appelle la Friche du Gabu. Eh bien, nous ne l'ouvrirons pas cette année pour éviter d'avoir ce rassemblement. Et on va être très vigilant sur les lieux sur lesquels il puisse y avoir des rassemblements pour éviter un retour de pandémie qui serait vraiment catastrophique, et sur le plan médical, mais aussi sur le moral de tous les soignants. Jean-François Fontaine, pas mal d'interrogations sur le Messenger de la Radio Sport, sur les réseaux sociaux aussi, puisque hier, le Stade Rochelais a envoyé un communiqué, un courrier à chacun de ses abonnés et chacun de ses partenaires, où ils évoquent, on s'en doutait, qu'il y avait des problèmes financiers dans la mesure où tous les clubs sont directement impactés. En plus, Canal+ ne les aide pas forcément parce qu'ils ont jusqu'à présent gelé les 15 derniers millions d'euros qui devaient être reversés au club. Dans le courrier, Vincent Merlin parle de l'annulation des 5 matchs à domicile, 1 million d'euros de recettes billetterie et muettes en moins, alors que le décor s'en va. Comme quoi, il y a des esprits qui sont avec nous. On parle également, Jean-François Fontaine, d'un dédommagement des 10 000 abonnés des 600 partenaires de l'ordre de 5 millions d'euros, et le stade demande de l'aide pour que notre club tienne bon. Il demande, pour reprendre les propos de Vincent, que les partenaires majeurs, officiels et premiers continuent d'ores et déjà de s'engager avec eux la saison prochaine. Donc ça, c'est fait. Pour que le club tienne bon, nous compterons sur un effort salarial de nos joueurs, de notre staff, de nos salariés. Pour que notre club tienne bon, nous croyons en l'engagement et la fidélité de nos abonnés et de nos partenaires. Est-ce que vous pouvez être rassurant ce matin, Jean-François Fontaine? On l'a compris, le déficit pourrait être aux alentours de 5-7 millions, c'est ce que disent en tout cas certains supporters. Est-ce que vous pouvez nous rassurer de ce côté-là? Parce que il y a tout ce que vous avez mis en place, mais le Stade Rochelais, ça reste quand même quelque chose de particulier dans le cœur de tous et dans nos cœurs. Alors, le Stade Rochelais, je suis le stade avec beaucoup de précision. J'ai eu Vincent Merlingue au téléphone ces derniers jours. Tout d'abord, je ne communique jamais à la place du Stade Rochelais. Ils communiquent bien et donc je n'interviens pas en leur lieu et place. Ensuite,
de dire que c'est un club sain et c'est ce qui crée les difficultés. Ça, on le sait tous. Pourquoi? Certains clubs sont financés par des milliardaires qui mettent leur argent personnel et peu importe qu'il y ait des spectateurs ou pas, ou des partenaires ou pas, c'est un peu la danseuse d'un milliardaire. Le Stade Rochelais, c'est complètement différent. C'est une entreprise équilibrée, bien gérée et qui a des recettes qui sont à la fois des spectateurs, des droits de télévision, comme vous l'avez expliqué, et également des partenaires. Et donc, en l'absence de match, vous vous rendez compte que la situation est très difficile. Donc, ce que j'ai indiqué à Vincent Merlingue, et j'ai pris les dispositions au sein de la communauté d'agglomération, qui est le partenaire principal, eh bien, le dispositif d'aide économique est disponible pour le Stade Rochelais. Le Stade Rochelais m'a indiqué qu'il attendait d'en savoir plus sur à partir de quand la saison pourra redémarrer pour faire le point précis, mais il sait qu'il pourra faire appel au dispositif d'aide économique parce que c'est aussi une entreprise, le Stade Rochelais, ainsi que le Rupellard, parce que le basket est également concerné, et il pourra faire appel avec mes collègues. On examinera aussitôt la demande. Par ailleurs, les partenariats que nous avons avec le Stade Rochelais restent actifs, bien évidemment. Donc, ils pourront compter sur le soutien à la fois de la ville, mais c'est surtout la communauté d'agglomération qui est le partenaire principal. Le stade joue un rôle important en termes économiques sur notre territoire. C'est à la fois un lieu dans lequel beaucoup d'entreprises se retrouvent, mais c'est aussi au plan touristique la venue, les jours de match, de personnes qui vont dans les hôtels, qui vont dans les restaurants, et ça toute l'année. Donc c'est un acteur majeur de l'économie touristique de notre territoire, et c'est aussi un dynamiseur de territoire. Et le stade a une belle image. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu le sondage qui a été fait pour voir si les adhérents étaient d'accord pour suivre le Stade Rochelais et que c'était très largement positif, je pense que le stade recueille là les fruits de sa politique qu'il mène depuis bien longtemps. C'est un club sain qui porte une belle image pour La Rochelle. Et ça montre aussi malheureusement que le moyen ou le modèle économique peut être limité en ces circonstances aussi dramatiques parce que, vous le disiez, ça repose sur les 600 partenaires, sur les 10 000 et quelques abonnés, un peu à l'image des socios comme ça se fait en Espagne, sauf que là ils ne prennent pas part au capital du club de manière directe. Mais est-ce que c'est aussi le moyen pour vous et Vincent de travailler sur, je sais pas, une nouvelle réorientation, une nouvelle stratégie pour éviter ça? Parce qu'on l'aime, notre club, on ne voudrait pas qu'il lui arrive quelque chose, vous savez. Vous savez, une pandémie mondiale comme celle-là, bien sûr qu'il faudra l'éviter, bien sûr qu'il faudra en tirer toutes les leçons, mais ça dépasse le seul stade du Stade Rochelais. Hein. C'est beaucoup plus large. C'est des dispositions sanitaires, c'est d'avoir plus d'autonomie européenne sur les masques, par exemple. C'est aussi être capable de réagir très tôt. On a vu que parfois la réaction était un peu tard et tout ça. En ce qui concerne le rugby, il faut bien voir que le modèle économique du rugby est complètement différent du football. Le football dépend essentiellement des droits de télé et certaines équipes de football jouent devant des stades qui sont vides. Et ça, pour le rugby, ce n'est pas possible parce que les droits de télé sont beaucoup plus modestes. Et donc, les recettes, ce sont les partenaires, les entreprises et puis aussi, bien sûr, les abonnés. Nous avons à La Rochelle un stade qui a joué un nombre, je n'ai plus le chiffre par cœur, mais c'est plus de 50 fois à guichet fermé. Et c'est ça son modèle, et c'est un modèle parfaitement sain. Ce n'est pas la danseuse d'un homme ou d'une seule entreprise, c'est une équipe qui dirige ce Stade Rochelais. Donc, j'ai confiance en l'avenir. C'est un porte-drapeau important de notre ville. Benjamin. Non, je pense qu'on a tout dit, Nicolas, parce qu'on ne va pas faire exploser le chrono non plus. Non, bien sûr, mais en tout cas, c'est très important d'avoir répondu. Merci de nous avoir rassurés de ce côté-là. Et puis surtout, si vous pouvez vous aussi venir en aide au Stade Rochelais, eh bien, il n'y a pas que le Stade Rochelais. Parce que là, les gens vont croire qu'on fait une fixation sur le Stade Rochelais. Ça reste le fleuron du sport dans notre département. Il y a plein d'entreprises en Charente-Maritime qui ne peuvent pas compter sur la fidélité de gens pour être... Derrière, faut pas croire que Naradio ne pense qu'au Stade Rochelais, parce que j'anticipe déjà tous les messages des clubs de foot, de handball et de basket. Oui, monsieur Fontaine. Une précision, puisque vous parlez sport, sachez que l'équipe des sports, Catherine Léonidas, est aussi à la disposition de tous les clubs. Et que par ailleurs, le conseil régional a ouvert un fonds spécial de 5 millions d'euros pour pouvoir également aider les clubs sportifs et
associations de toute nature dans notre territoire. Donc il y a bien sûr le Stade Rochelais, mais bien sûr tout le secteur sportif aussi que nous suivons avec beaucoup d'attention. Nous avons déjà versé les subventions à de nombreux clubs. Et pour nous, le service des sports ainsi que l'adjointe Catherine sont vraiment disponibles 24 heures sur 24 pour toutes les associations sportives. Merci beaucoup Jean-François Merci Fontaine. beaucoup. Bon 1er mai. Pensez au bouquet, hein, j'insiste, si madame nous écoute. Voilà, il faut vraiment pas oublier la liste de commission. Merci beaucoup monsieur Fontaine.